Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre rendez-vous dimanche en politique. Aujourd'hui, nous allons parler des associations qui font vivre le Limousin et de leurs inquiétudes pour l'avenir. C'est parti. Elles s'investissent dans la culture, le sport ou l'aide sociale. Elles structurent une grande partie de notre vie quotidienne. Et sans elles, le Limousin serait certainement beaucoup moins vivant. Je veux parler des associations. Depuis quelques mois, elles s'inquiètent pour leur avenir. En cause des difficultés de financement, mais aussi la suppression de certains emplois aidés, un manque de bénévoles ou des interrogations sur l'avenir du programme régional de soutien aux associations. Il y a quelques jours, le gouvernement annonçait un plan de 15 millions d'euros à destination de ces petites structures. Alors, les associations limousines sont-elles un modèle en danger? On en parle ce matin avec 4 invités. Jean-François Pressico, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coprésident de l'association Paysage qui organise les bistrots d'hiver, qui font vivre le plateau de Millevaches et bien au-delà depuis 20 ans et qui sont en cours en ce moment. Geneviève Barra, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine en charge de la vie associative. Patrick Lereste, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du mouvement associatif en Nouvelle-Aquitaine. Nous verrons avec vous quel poids représente ce secteur dans nos 3 départements. Et puis Christian Magne, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de France Bénévolat en Haute-Vienne, une sorte de pôle emploi pour les bénévoles. Vous aidez les associations à trouver des volontaires. Merci à tous les 4 d'être avec nous sur ce plateau. Alors, Jean-François Pressigo, je le disais, vous êtes l'un des 2 coprésidents de l'association Paysage. Les bistrots d'hiver sont en cours, hein, ils se déroulent en ce moment tous les week-ends. Comment ça se passe? Ça se passe bien? Cette année, comme les années précédentes d'ailleurs, mais enfin particulièrement cette année, les bistrots d'hiver jusqu'à présent se passent très bien. Et il n'y a pas de raison qu'il n'en soit pas de même dans les dimanches à venir, puisque c'est déjà complet un peu partout, jusqu'au 31 mars. On est en 2019, voilà. On sait que les bistrots d'hiver, c'était né pendant la tempête. Hein, c'est un rendez-vous qui est 99. Né de la solidarité et du manque d'électricité, du manque de tout ce qu'il y a eu à cette époque. L'idée, c'était de montrer que même en plein hiver, dans nos zones rurales, dans notre montagne limousine, les gens ont envie de se rencontrer autour d'un beau spectacle, d'un spectacle de qualité, autour d'une bonne table, et aussi ils ont envie de débats, de discussions et d'apprendre des choses, oui. De débattre de l'actualité notamment. Voilà. Oui. Alors, ça se passe bien, vous avez du monde. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous n'avez pas de difficultés au sein de l'association? Est-ce que c'est compliqué en ce moment pour vous? Actuellement, on est encore dans une saison où ça se passe bien. On avait eu un problème de finances difficile il y a 2 ans. On a bien remonté nos finances. Maintenant, là, ça va. L'inquiétude, c'est pour l'avenir. La suppression des emplois associatifs du Limousin va nous poser un énorme problème. On ne sait pas ce qui se passera pour la suite. Alors, on va rappeler de quoi il est question. Hein. L'ancienne région Limousin avait mis en place un programme de soutien aux emplois associatifs. Il y en a donc 2 chez vous, qui expirera en 2020. Geneviève Barra, il n'a pas d'équivalent, ce programme-là, en Aquitaine et en Poitou-Charentes. C'est ça qui pose problème aujourd'hui, en fait. Oui, cela pose problème sans le poser, puisque quand même, vous avez oublié de dire, j'ai la ruralité aussi, voilà. Et la citoyenneté. Et on voit que c'est tout à fait complémentaire. Hein. Donc, oui. Ouais. Donc, de toute façon, on a dès le départ imaginé, le président a imaginé quand même qu'il y avait des territoires moins favorisés que d'autres et qu'il y aurait des soutiens qui pouvaient exister à travers la constitution du territoire. Voilà. Après, ces emplois associatifs limousins, bon, ils existaient depuis très longtemps, depuis 2004. Dès le départ, nous avons échangé avec le mouvement associatif en disant que de toute façon, un soutien existerait. Ouais. On ne sait pas si c'est tout à fait ce format. En fait. Voilà, on ne sait pas encore, puisqu'on est sur une évaluation et on a plusieurs pistes, hein, voilà, qui peuvent être le territoire. On a plein voilà, il faut aussi que tout ça soit harmonieux avec la grande région. Oui.
Ça concerne un peu plus de 500 emplois. 512 emplois, voilà, je sur crois. l'ancien Donc, Limousin. sur le sport quand même. Ouais. Voilà. Donc il y a une étude qui est en cours, c'est ça Oui, qui permettra il y a une d'évaluer évaluation. le dispositif. Alors voilà, on peut dire qu'elle aurait pu être faite plus tôt, mais c'est assez long. Hein. On a initié cette étude en septembre 2017 et maintenant, voilà, il faut qu'elle va arriver à terme d'ici 1 ou 2 mois. Donc après, on aura des propositions à faire aux associations, on les rencontrera, on se concertera et on proposera des solutions en fin d'année pour que, voilà, que le soutien de la vie associative soit maintenu, mais de façon peut-être égale un peu sur le territoire. Voilà. Jean-François Pressico, ça vous rassure ces propos? On attend de voir, bien sûr, mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que les emplois associatifs du Limousin correspondaient bien au territoire limousin, c'est-à-dire dans 3 départements à dominante rurale. Prise de conscience de la part des élus de l'importance de la vie associative, et ils avaient mis en place un dispositif qui était très rassurant pour les associations. Il y avait une relation de confiance entre les associations et les institutions, et c'est ça que nous craignons de perdre. Et je vois bien la difficulté dans le cadre de la Nouvelle-Aquitaine, arriver à trouver un dispositif qui convienne à la fois pour les zones rurales comme nous, et puis pour la métropole comme Bordeaux ou pour le Pays Basque. C'est des pays extrêmement différents, avec des démographies différentes, et donc c'est difficile. Alors, pas seulement pour Paysage, Paysage c'est un exemple, mais je connais plein d'associations qui sont là-dedans, et le mouvement sportif aussi. Tout à fait. Les footballeurs s'inquiètent. C'est plus inquiétant sur le... Patrick Loresteux, vous êtes président du mouvement associatif justement en Nouvelle-Aquitaine. Il y a des inquiétudes d'une façon générale chez les associations en ce moment? Alors effectivement, il y a des inquiétudes par rapport à la question financière, c'est-à-dire le financement. Alors quand on parle du financement des associations, c'est pas simplement envisager les choses sous l'angle du financement de postes salariés, c'est bien financer des activités, des projets, et bien avoir à l'esprit que s'il y a des salariés qui sont mobilisés, c'est à destination d'un public, et en général d'un public très large. Comment je veux dire, notre collègue peut en témoigner, ça touche vraiment toutes les catégories de la population. Et donc quand on parle de financement des associations, c'est ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est-à-dire que c'est pas simplement un financement pour de l'activité salariée, c'est un financement par rapport à un certain nombre de projets et par rapport à un public très large et très diversifié. Et c'est difficilement palpable finalement, c'est difficile à évaluer, je suppose, l'impact que ça peut avoir. Alors c'est toujours difficile à évaluer, comme un certain nombre, d'évaluations par rapport à ce qui relève de la qualité de vie, de la qualité des prestations. C'est pas que le secteur associatif qui est concerné par ces difficultés d'évaluation, mais tout de même ce que je tiens à dire, c'est que il y a une difficulté spécifique pour le Limousin parce que, comme cela vient d'être dit, il y avait un dispositif qui était original ici en Limousin et qui a été regardé pendant très longtemps par les autres mouvements associatifs sur l'ensemble du territoire national. Et envié peut-être ? Alors, certainement envié sur des régions où il n'y avait pas ces aides, et envié parce qu'une des originalités de ce dispositif, c'est que c'était un dispositif qui avait été pensé en réponse aux exigences et aux caractéristiques du monde associatif, alors que d'autres dispositifs avaient été envisagés dans des stratégies de soutien à l'emploi, notamment par rapport à des populations éloignées de l'emploi ou par rapport à des publics jeunes qui avaient du mal à s'inscrire dans... Donc une logique d'insertion, quoi. Dans des dynamiques. Donc c'était des logiques d'insertion, alors que le dispositif Limousin, lui, est venu répondre à une demande essentielle, la possibilité de recruter des personnes avec un haut niveau de compétences. Et ça, c'est une qualité extraordinaire parce qu'une des évolutions du monde associatif aujourd'hui, c'est que nous avons affaire à un niveau d'exigence à la fois de nos partenaires publics, mais aussi de tous les publics qui sont concernés par les actions que nous conduisons, qui s'est beaucoup élevé sur les dernières décennies et qui suppose, y compris pour les bénévoles, de s'appuyer sur des compétences professionnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les compétences professionnelles viennent appuyer l'engagement bénévole au regard des niveaux d'exigence qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors, vous parlez des bénévoles. Je vais me tourner vers Christian Magne. Vous êtes responsable de l'antenne France Bénévolat, qui, je le disais tout à l'heure, c'est vous qui m'avez suggéré cette formule, le pôle emploi des bénévoles. En quoi consiste votre rôle exactement ? Notre rôle consiste à les bénévoles, les gens qui veulent faire du bénévolat qui viennent de voir, à les orienter vers les associations en fonction de leurs désirs et de leur passé professionnel. Et de leurs compétences, donc. Et de leurs compétences, on les dirige vers les associations. Ou alors, et aussi,
d'aider les associations qui sont adhérentes chez nous, de trouver des bénévoles dans des postes bien définis, tels que trésorier, secrétaire et tout ça. Mais on aide toutes les associations dans ce sens-là. Est-ce que la recherche de bénévoles, elle fait partie des difficultés rencontrées par les associations? associations? Ah oui, nous, ça, cette recherche des bénévoles, les bénévoles, il n'y en a plus tellement maintenant de bénévoles. Hein. Et pourquoi? Je pense que la vie actuelle fait que les gens sont un peu individualistes. Et je pense que je trouve que dans le sport, peut-être, il y en a plus de bénévoles de sport. Parce que je pense que du côté sport, le père de famille, il amène ses enfants à faire du sport et automatiquement, il donne un coup de main, il arrive à être bénévole. Mais la personne qui veut dire, je vais être bénévole d'une association pour m'occuper des autres, c'est plus difficile. Monsieur Le Resteux, vous vouliez réagir à ça? Oui, parce qu'on entend beaucoup parler de cette question de la crise du bénévolat. Oui. Il a été question d'un statut du bénévole même à une époque. Oui, qui est, comment je veux dire, je pense que nous avons eu, si je me souviens bien, un sénateur de la Corrèze, Monsieur Murat, qui avait déjà engagé un travail sur cette question. Il y a un certain nombre d'années. Voilà, exactement. Mais quand on évoque la crise du bénévolat, je pense qu'il faut mesurer les choses. C'est-à-dire, il y a effectivement aujourd'hui une difficulté pour les associations sur les postes en responsabilité. Oui. Et ça, c'est une tendance sur le long terme qui s'explique notamment par un certain nombre de jugements qui sont arrivés sur les dernières années et qui ont montré la part de responsabilité individuelle de dirigeants bénévoles dans certaines situations. Et ça a eu un impact. Et d'autre part, comme je le disais tout de suite, aujourd'hui, nous avons affaire quand même à un niveau d'exigence en responsabilité de bénévoles qui a beaucoup augmenté, ne serait-ce que sur un aspect très simple, qui est celui des assurances. Oui. Aujourd'hui, le responsable légal, c'est le président, quoi. Exactement. Oui. Et donc, il faut que nous ayons quelqu'un qui prenne du temps, qui soit en capacité de bien lire tous les documents qui relèvent des assurances. Et à côté de ça, nous avons aussi donc un public qui est en attente de prestations quasiment professionnelles. Oui. Donc c'est une rupture un peu par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé, parce qu'auparavant, nous avions des bénévoles qui étaient plutôt militants d'une cause, et d'une cause qui était partagée, y compris avec le public qui venait dans les associations. C'est plus forcément le cas. Aujourd'hui, ça n'est plus forcément le cas, exactement. Geneviève Barra ? Oui, alors moi, je voulais rajouter quand même que si on reparle de ce qui existait, il y avait un problème, c'est qu'il n'y avait pas d'entrants nouveaux. Et qu'aujourd'hui, il y a 70 000 associations qui se créent en France et qu'il y a... vous voulez dire que ce système d'aide était réservé à des associations qui étaient déjà dans la place, entre guillemets. Qui étaient déjà... effectivement, c'était sûrement le seul défaut. Parce qu'on considère qu'il y a une vitalité associative. C'était aussi la suite d'Emploi Jeune. Oui. C'est quelque chose qui s'est fait. Oui. On est toujours l'héritage de quelque chose. Et on sait que la région Centre avait le même dispositif. Aujourd'hui, elle l'a remanié. Oui, elle l'a remanié. Mais je pense aussi que, par rapport aux bénévoles, vous dire aussi que la région, dès le départ, a voté un nouveau règlement sur la structuration des têtes de réseau, parce qu'on pense que les têtes de réseau sont essentielles aussi pour aider justement sur ce genre de problème que parlait Patrick, par rapport à aider, conseiller, du conseil des têtes de réseau. Après, nous sommes co-partenaires avec l'État, avec la Directe et la Caisse des dépôts du dispositif local d'accompagnement qui est tourné vers les associations employeuses. Donc il y a une vraie responsabilité de la région à soutenir un travail de réflexion sur les associations employeuses par rapport à leur modèle économique, puisque de toute façon la fragilité politique existe toujours. On sait qu'en Creuse, quand il y a eu un changement de majorité, le département s'est retiré des emplois associatifs. On sait aussi que le président de la République a retiré énormément d'emplois aidés au départ en faisant... On va en parler justement. Et puis le CNDS aujourd'hui, le sport, où il n'y a plus que les emplois. Et voilà, il y a des vraies discussions à avoir aujourd'hui, mais on continuera. Bien sûr, on va continuer parce qu'on va faire un petit point sur l'emploi associatif en Limousin. Dans nos 3 départements, on a quelques chiffres fournis par Monsieur Le Resteux. 20 040 salariés au sein de 2235 associations. C'est quasiment un salarié sur 10 en Limousin. On n'en a pas forcément
conscience. Alors, lundi 4 février, à Évry-Courcouronnes, Emmanuel Macron, on en parlait, a répondu aux doléances des maires et des associations de banlieue. Il a esquissé un mea culpa sur la suppression de ces emplois aidés en reconnaissant que cette mesure avait posé un vrai problème. On va rappeler qu'au niveau national, le gouvernement supprime les 3/4 de ces contrats. On est passé de 320 000 en 2017 à 130 000 pour le budget 2019. Est-ce qu'on a une idée du nombre de contrats aidés qui ont été supprimés chez nous, en Limousin, ou c'est difficile à évaluer? Je crois que voilà, dans l'emploi associatif, il faut quand même, si vous voulez, si aujourd'hui vous approchez les chiffres, vous avez 50 à 60% des emplois associatifs qui sont vers le social, vers les compétences des départements, souvent l'aide à domicile et des choses. C'est aussi un bras, c'est une façon de déléguer ses propres politiques. Donc voilà, après l'emploi associatif, il est moins important que ça, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que le social a une grosse partie. Après, dans les emplois aidés du président, il y avait les deux, quoi, hein, il y avait les deux. Il y avait aussi beaucoup sur l'éducation, hein, aussi. Patrick Leresteux, on peut évaluer le nombre d'emplois aidés qui sont menacés ou qui ont été supprimés sur notre territoire? Alors, on ne dispose pas de données précises par rapport à ça. Donc, il n'y a pas eu d'études de conduite. D'une part, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est un dispositif qui bénéficiait également aux collectivités locales. Tout à fait. De nombreuses communes dans les EHPAD, par exemple, dans les écoles. Oui. Donc, c'est, comment je veux dire, ça a eu un effet direct. Mais au-delà de la question des chiffres, ça a eu un impact symbolique fort. C'est-à-dire que l'État a toujours été, alors peut-être pas à la hauteur de ce qu'on peut espérer ou souhaiter, mais l'État a toujours été présent en appui aux dynamiques associatives. Et comment je veux dire, cette décision du gouvernement a quand même eu un impact symbolique fort, puisque c'était au début de l'installation du gouvernement qu'on venait retirer un certain nombre d'aides qui étaient accordées aux associations. Et que donc ça a eu un impact à la fois conséquent en termes de disparition d'emplois, mais ça a changé la donne dans les rapports que les associations, les grandes fédérations associatives, mais également les petites associations locales pouvaient avoir avec les services de l'État et avec les politiques qui venaient d'être élus. Mais néanmoins, on a développé à l'intérieur de la vie associative à la région un partenariat avec quand même Jeunesse et Sport, puisqu'on a signé une charte d'engagement réciproque avec l'État et le mouvement associatif. On co-gère aussi le fonds de développement de la vie associative qui s'occupe de la formation des bénévoles, voilà, pour revenir sur les bénévoles. Très important, puisqu'on a quand même des bénévoles qui demandent des formations assez simples, en fait. Hein, on s'aperçoit que c'est un peu... Sur les emplois aidés, moi, je pense que c'est une démarche complètement idéologique de la part du Justement, pouvoir, je voulais votre réaction là-dessus. Qui pensait qu'il n'y a pas d'autre véritable emploi que l'emploi marchand et dans le privé. Or, les gens qui sont employés dans le milieu associatif, par exemple, c'est des gens qui développent des qualités extrêmement importantes dans beaucoup de domaines et qui remplissent une tâche qui est très utile socialement. Ça crée du lien social, ça permet à des régions de vivre de façon tout à fait intéressante. Et donc là, je crois qu'il y a vraiment eu au départ une idéologie donc en dehors du privé, en dehors du marchand, rien n'existe, qui est tout à fait regrettable pour nous. Alors lors de ce débat justement, Emmanuel Macron a incité le monde associatif à utiliser le PEC, le parcours emploi compétences. On va écouter un extrait de son intervention. La bonne manière, à mon avis, c'est de continuer à développer fortement le PEC qui n'est pas assez utilisé parce qu'il n'est pas assez connu, d'en faire la promotion, de l'utiliser, de le développer, de l'améliorer, de continuer à développer la garantie jeune qui a été généralisée et le service civique, et à côté de ça, d'avoir un vrai plan pour les petites associations d'accompagnement de ces dernières. Vous avez ouvert une piste, moi je suis prêt à ce qu'on la regarde, celle des emplois francs associatifs. Alors, le PEC, les emplois francs associatifs, c'est quoi, Patrick Leresteux? Tous ces dispositifs-là, ils existent déjà? Oui, alors ce sont des dispositifs qui ont été mis en œuvre notamment par le gouvernement. Donc c'est des dispositifs qui aujourd'hui sont connus par les associations. Alors ce que l'on peut dire par rapport au PEC, parce que nous également, nous avons interrogé les associations pour essayer de comprendre pourquoi ce dispositif-là n'était pas approprié à la hauteur des objectifs que s'était donné le gouvernement et les services déconcentrés. Elles ne s'en sont pas emparées en fait de ce dispositif-là. Elles ne l'ont pas utilisé. Il n'est pas facile. Ou de façon limitée. Et ceci pour deux raisons. C'est-à-dire que le niveau d'exigence
par rapport à ce qui relève de l'accompagnement des personnes qui sont recrutées sur ces postes est plus élevé, notamment dans un accompagnement de tutorat qui nécessite là des bénévoles avec un certain niveau de compétences, Oui. qu'on n'a pas toujours, notamment dans les petites associations. Et puis d'autre part, ce que je voudrais rappeler quand même, c'est que si ça n'a pas été utilisé à la hauteur des objectifs, c'est parce que l'aide financière n'est pas à la hauteur des anciens dispositifs. Or, il faut quand même savoir qu'une des fragilités des associations, ce sont justement les questions de finances. Oui. Nous sommes habitués à entendre les politiques, quelle que soit leur couleur d'ailleurs, à dire toutes les qualités du monde associatif, ce que ça peut produire sur les territoires, mais quand nous passons, sur les aspects plus opérationnels des choses, et notamment sur les aspects de soutien, que ce soit d'ailleurs sur les aspects de soutien matériel que couvrent en grande partie les petites communes, mais sur les aspects plus financiers, tout de suite nous nous heurtons à un certain nombre de difficultés parce que parfois il peut y avoir, parce que ça se fait au niveau national, mais également dans certaines régions, il peut y avoir des lectures très idéologiques en fait des choses. Et ce que je voudrais rappeler quand même, c'est que la question de l'emploi des associations, il faut l'envisager dans un modèle socio-économique qui est spécifique. C'est-à-dire notre objectif à nous, c'est pas de faire de l'activité rentable. Non, notre pas de objectif, bénéfice voilà, dans l'associatif. notre objectif à nous, c'est d'être dans une logique d'intérêt général. Et donc notre souci premier, c'est les publics. C'est-à-dire c'est la question de la satisfaction des publics. Et donc si ça n'est pas été utilisé à la hauteur des attentes, c'est parce que peut-être qu'il faut revoir le dispositif lui-même. Geneviève Après, Barra, vous aussi, nous avons dans le nouvel règlement développé aussi un soutien aux investissements et un nouveau dispositif d'emploi associatif, un peu modélisé sur le système Poitou-Charentes, Oui, qui était oui. les emplois tremplins. Et c'est vrai que nous faisons avec le mouvement associatif les commissions d'études de ces emplois, et c'est fort édifiant, quoi. Et souvent, alors l'intérêt général, c'est pas la question. La question, c'est le cofinancement. Oui. Aujourd'hui, après la durée de ce dispositif, aujourd'hui, nous avons des associations où il n'y a plus que l'emploi associatif, des petites associations Oui. locales où il n'y a plus que le soutien de la région. Là, il y a quand même, la loi NOTRe nous a donné une compétence partagée sur la vie associative avec les départements, avec les collectivités. Tout le monde ne joue pas Et le jeu, là- c'est ça que vous voulez dire? Oui, bah, ils ne jouent pas le jeu. Ou dirons-nous qu'on a peut-être créé un phénomène de substitution, Oui. mais je ne veux pas... les communes n'ont pas plus de moyens que ça. Voilà. Après, nous avons, à la requête d'ailleurs du mouvement associatif, nous allons lancer une conférence territoriale de l'action publique de la vie associative, du sport, pour discuter justement avec les collectivités. Le président m'a donné l'accord, donc nous allons, pour dessiner un avenir à la vie associative, malgré, voilà, on ne peut pas aujourd'hui, il n'y a pas de politique de suivi, suffisamment suivi. Oui. Donc ce qu'il faudrait, c'est bâtir quelque chose de solide, où il y a une visibilité pour les associations, surtout si elles s'engagent dans l'emploi. Ça paraît évident. Et il faut aussi que tout le monde... voilà, je pense que tous les territoires, les départements, tout le monde a intérêt à avoir une vitalité associative, parce qu'aujourd'hui, notamment dans les territoires ruraux, ils pallient aussi à la désaffection des services publics. Aujourd'hui, vous avez des centres sociaux qui font maison de service au public, qui font de l'inclusion numérique, qui font de l'illettrisme. Et qui remplacent l'État, quoi. en Ils gros, ont complètement dépassé leur origine, qui était que de l'éducation populaire et avec la CAF, ils vont beaucoup plus loin et ils remplacent, voilà. Et ça, on doit être très observateur de ce genre d'associations qui sont, pour moi, les derniers remparts de la cohésion territoriale et sociale. Alors, il nous reste 5 minutes d'émission. J'aimerais savoir si vous êtes quand même optimiste pour l'avenir. Christian Magne, elles ont besoin de quoi, les associations, aujourd'hui? Si vous étiez un peu leur porte-parole, qu'est-ce que vous diriez? Mais le porte-parole, c'est-à-dire c'était très difficile. Comment faire venir les bénévoles, attirer les bénévoles, les gens à faire du bénévolat? Parce qu'on le voit bien avec le mouvement des Gilets jaunes, qu'il y a un problème d'isolement, de solitude, de plein de gens qui sont en recherche de liens sociaux. Est-ce que c'est pas dans ce secteur associatif-là qu'ils pourraient le trouver, par exemple? Je ne pense pas. Non. Je ne pense pas que ce soit aller du côté des Gilets. Non, pas du tout. Non, mais Je pense que le bénévolat, c'est le don de soi-même. Donc, si on ne peut pas obliger les gens à faire du bénévolat, c'est un don de soi-même. La personne veut faire du bénévolat, je sais pas moi, c'est naturel, c'est en soi, c'est tout. Jean-François Pressicot, vous êtes optimiste ou pas pour l'avenir? Je ne sais pas, on verra. Enfin bon, j'espère être optimiste. On voudrait bien poursuivre nos activités. Ce que je crains, c'est qu'on soit passé d'une période où il y avait des relations de confiance
à la fois avec les institutions et puis au sein des associations, entre les salariés et les bénévoles, parce qu'on poursuivait le même but. J'ai l'impression qu'on va entrer dans une société dans laquelle on va avoir affaire à une concurrence constante. On va toujours prouver qu'on est les meilleurs, qu'on a les meilleurs projets. On répondra à des appels à projets, mais les appels à projets, c'est le projet des autres, alors que nous, on a notre projet et ça coïncide pas toujours. Alors c'est ça ma crainte. Hein. Il y a aussi bien sûr la crainte financière, mais ma crainte, c'est qu'on passe dans un monde qui est un peu celui de la concurrence et de la lutte constante pour continuer à vivre et à faire ce qu'on a envie de faire. Patrick Lereste, vous êtes optimiste et lucide à la fois? Voilà, bah oui, très juste. Hein. C'est d'ailleurs, on garde de l'optimisme parce qu'il y a une réelle vitalité de la vie associative. Donc, et particulièrement en Limousin, hein, c'est pas pour être chauvin, mais... Partout. Ouais. Oui, partout. Toute oui, la alors, oui, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus oublier les dynamiques associatives qui existent dans les quartiers et qui font preuve... d'un excellent travail. Donc c'est un optimisme, et c'est un optimisme réaliste dans le contexte où nous nous trouvons. Nous savons, effectivement, vous avez raison de souligner, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une grande région. C'est-à-dire que la qualité des relations qu'on a pu avoir, avec soit les services de l'État, le conseil régional ou certaines collectivités en Limousin, aujourd'hui, ça s'inscrit dans un paysage beaucoup plus large. Nous sommes en train de conduire aujourd'hui des rencontres départementales de la vie associative. C'est un des éléments qui ressort notamment sur le Limousin, c'est-à-dire que... il y a une mise en réseau nécessaire. Voilà, oui, et puis en même temps, on n'a pas encore fini d'absorber les effets de la loi NOTRe et de la réorganisation territoriale. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a ce niveau régional, mais il y a aussi le niveau des intercommunalités, parce que notre légitimité associative, je le dis à chaque fois, notre légitimité associative, c'est l'ancrage local. Or, y compris l'ancrage local a beaucoup bougé. Ouais. Et donc, on doit s'adapter, et je ne doute pas que nous aurons les ressources pour nous adapter. Dernière réaction, pour répondre à paillissage, de toute façon, aujourd'hui, il y a des règlements sur la culture et vous y entrez sans problème. Donc, il y a plein de possibilités, on envisage plein de choses. Vous savez, on ne va pas faire quelque chose de monolithique, je pense. Hein. Voilà. Par contre, on fera en sorte que tout le monde soit bien en forme après. On tient. Et pour donner quelque chose d'optimiste, je m'occupe du service civique au niveau de la région. Et l'autre jour, nous avions le Yannick Blanc, le président de l'agence du service civique, qui nous a fait part d'un engagement phénoménal en ce moment de la jeunesse sur la vie associative, qui n'est pas dans les formats peut-être qu'on a aujourd'hui, mais il faut aussi prendre de la nouveauté, une société qui avance, qui réfléchit, qui peut-être fabrique des choses un peu différentes. Il faut toujours être à l'écoute d'une société. Là, on avait des chiffres assez optimistes sur l'engagement des jeunes. Et avoir foi en sa jeunesse aussi. Voilà. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission qui se termine. Vous pouvez la revoir sur notre site internet. Dans un instant, la suite de nos programmes sur France 3 Limousin, le Flash Info avec Cécile Gauthier, puis dimanche en politique continue avec Francis Letellier qui reçoit la garde des Sceaux Nicole Belloubet. La semaine prochaine, émission spéciale à partir de 10h55, notez-le, au cœur du salon de l'agriculture avec Louis Roussel et Élise Descartes. Ils iront à la rencontre des talents de l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine. Quant à moi, je vous souhaite une très belle semaine sur France 3.